Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Dans Vital, on va parler d'hypnose et pour ce faire, on reçoit sur ce plateau la plus grande experte en la matière, Marie-Elisabeth Fémonville. Merci d'être avec nous ce soir dans Vital. Bonsoir. Alors vous êtes même la pionnière de ces recherches, de ce qui se fait ici au CHU et à Liège en termes d'hypnose. Depuis déjà 25 ans, on pratique l'hypnose lors d'interventions chirurgicales ou autres au CHU. Il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à interagir durant cette émission avec nous. Ces questions seront posées à Marie-Elisabeth sur ce plateau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pratiquez l'hypnose, pour quelles interventions? Eh bien, au départ, on a commencé à utiliser l'hypnose dans le domaine de l'anesthésie, comme une technique d'anesthésie. À ce moment-là, l'hypnose permettait aux patients de rester conscients, mais confortables. Et pour cela, on associait à la technique d'hypnose aussi l'anesthésie locale que le chirurgien faisait dans le territoire où il opérait. Et en même temps, on pouvait donner en cours de route un peu de médicaments antidouleurs si c'était nécessaire et si la chirurgie était un peu plus douloureuse pour le patient. Alors, on a commencé à l'utiliser et très vite, on a constaté que ça intéressait des patients parce qu'il y a des patients qui préfèrent rester conscients et préfèrent ne pas prendre le risque d'une anesthésie générale parce que l'anesthésie générale, c'est un coma pharmacologique réversible de préférence. Et donc, il y a des gens qui ont des appréhensions par rapport à ça. Voilà. Et très vite, quand nous avons utilisé ça en chirurgie, avec évidemment l'accord des chirurgiens, on a commencé à évaluer ce qu'on faisait en clinique. C'est-à-dire, on a commencé à faire des études pour voir est-ce que ça a un intérêt d'associer l'hypnose à nos techniques d'anesthésie classiques. Et c'est là qu'on a vu que ça permettait aux gens de rester confortables, d'utiliser nettement moins de médicaments. Et les gens avaient aussi beaucoup moins de nausées et de vomissements après. Ils utilisaient moins d'antidouleurs. Et ce qu'on constatait dans d'autres études que nous avons faites pour la thyroïde, de chirurgie pour la thyroïde, on a vu que les gens reprenaient beaucoup plus vite leur activité professionnelle parce qu'ils n'avaient pas la même fatigue que quelqu'un qui a eu une anesthésie générale. Voilà, on dit souvent que se remettre d'une anesthésie générale, ça prend du temps. Je ne sais plus, il y a un dicton qui dit que par heure d'anesthésie, il faut une semaine pour se remettre, que chaque heure compte finalement lors d'une anesthésie générale. Donc la question, et elle nous a été posée, l'objectif est-il uniquement de limiter les risques encourus avec une anesthésie traditionnelle? Il y a plusieurs finalement raisons d'utiliser l'hypnose. Oui, il y a plusieurs raisons parce que ça dépend évidemment de l'individu. Il y a des individus qui ont des craintes importantes par rapport à l'anesthésie générale et leurs risques. Il y a d'autres individus qui disent « moi, je voudrais récupérer le plus vite possible et être de nouveau en forme, donc c'est pour cette raison que je choisis l'hypnosédation ». C'est ça. Ce qui est important de savoir quand on utilise l'hypnosédation, c'est que le chirurgien doit donner son accord. C'est lui qui décide si la lésion qu'il est amené à opérer, il peut le faire en utilisant l'anesthésie locale, l'hypnose et un peu de médicaments. Alors, vous proposez aux patients, j'imagine quand c'est faisable, y a-t-il des patients qui refusent aussi C'est le chirurgien qui propose. C'est seulement après. Nous, même si un patient téléphone directement au CHU pour savoir s'il peut faire l'opération sous hypnosédation, nous disons, adressez-vous d'abord à votre chirurgien pour savoir est-ce qu'il est d'accord de le faire sous hypnosédation. Et si le chirurgien donne son accord, à ce moment-là, le patient vient en consultation d'anesthésie, comme tout patient avant une anesthésie, vient en consultation. Et là, on lui explique ce que c'est l'hypnosédation. On insiste particulièrement sur le fait que ça nécessite de sa part une motivation. Une motivation de participer à cette technique et de se laisser glisser en hypnose. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être subi, contraint et forcé. Non, on a parfois cette représentation, particulièrement après les spectacles, comme quoi l'hypnose est imposée par l'autre. Non, c'est une conception erronée. L'individu se met lui-même dans le processus hypnotique. Et pour cela, il doit participer, donc il doit être motivé. Il doit être d'accord de participer, ce que l'autre propose, et il doit avoir confiance dans toute l'équipe. Et c'est à ce moment-là que c'est possible qu'il glisse spontanément dans le processus hypnotique. Alors, il y a des gens qui disent « moi, j'ai un grand stress, je ne pense pas pouvoir faire cela ».
alors ce qu'on a constaté, que le stress est un allié. C'est-à-dire l'individu qui a un stress veut éviter évidemment de rester dans sa conscience habituelle et subir comme ça la chirurgie. Non, il va se mettre encore plus facilement dans le processus hypnotique. Alors on a une question d'Alice qui demande comment vous procédez concrètement. Est-ce que c'est de la même manière avec tous les patients ? Oui, je pense qu'il y a une technique que les anesthésistes qui ont appris la technique utilisent de façon un peu standard. C'est-à-dire, on s'est assuré dans la consultation comme quoi le patient sait qu'il reste conscient en cours de route, il reste conscient et confortable, il reçoit un peu de médicaments et la chirurgie se fait sous anesthésie locale. Ça, c'est essentiel que le patient soit au courant de cela. Quand vous dites qu'il reçoit un peu de médicaments, ça veut dire que la méthode est hybride avec quand même une pharmacologie avec très peu de médicaments. Oui, mais surtout des médicaments qui permettent de garder la conscience. C'est un peu comme si vous prenez un antidouleur qui réagit très vite. C'est comme ça qu'on réalise les anesthésies sous hypnosédation. Donc le patient doit être d'accord et puis le jour... alors parfois les gens disent, est-ce que je dois déjà vous dire maintenant ce que je veux revivre en hypnose pendant la chirurgie? Nous on dit non, vous allez tout simplement profiter des moments qui vous font du bien, que vous appréciez et comme ça vous remplissez votre vidéothèque de bons moments et vous utilisez ce qui est adapté pour vous au moment de la chirurgie. Il vient le jour de l'intervention, il est agent, pour la simple raison que si on doit passer vers une autre technique, il faut absolument qu'il soit agent. Pour un plan B, on ne sait jamais. Oui, si jamais c'est nécessaire. Et puis, on met toute la sécurité en route, c'est-à-dire on met un cathéter pour lui donner la possibilité de recevoir les médicaments. La surveillance est tout à fait classique. Et puis après, il est accompagné verbalement pour se glisser dans le processus hypnotique. Ce que je vous propose, Marie-Elisabeth, c'est qu'on regarde en images comment vous procédez et on revient juste après. On va commencer par une petite séance de relaxation, d'accord? Puis petit à petit, je t'inviterai à revivre ton événement agréable que tu m'as décrit tout à l'heure, ok? Voilà. Alors, je t'invite à fixer un point. Et tu vas peut-être remarquer qu'à force de l'observer comme ça, fixement, les contours de cette image, de cette tache, ce point vont commencer à devenir un petit peu plus flous. Et petit à petit, peut-être que tes paupières peuvent se baisser, se fermer et que tu peux imaginer qu'elles sont un peu comme un écran sur lequel ce point, cette image peut se projeter. Comme ça, voilà, on voyait ce patient qui partait dans son voyage. On rappelle que vous êtes anesthésiste à la base. Hein. Je suis médecin anesthésiste et j'utilise la technique maintenant dans d'autres domaines parce que dans mon parcours professionnel, j'étais responsable à un moment donné du centre de la douleur. Et puis maintenant, je travaille en oncologie au centre de bien-être au CHU de Liège. Voilà, donc ça veut dire que grâce à l'hypnose, il y a d'autres domaines sur lesquels on peut travailler. On va en parler tout à l'heure. On va continuer avec les questions qui sont posées par rapport à l'hypnose. Voilà une question très concrète. Pourrait-on opérer à cœur ouvert sous hypnose? Non, on ne peut pas opérer. Toutes les interventions ne sont pas possibles parce que le fait d'ouvrir le sternum et de libérer le cœur, l'individu ne peut plus respirer spontanément, donc il a besoin d'être ventilé, donc sous anesthésie générale. Par contre, on peut sous hypnosédation, et ça se fait notamment à Paris, il y a une équipe qui met en route par endoscopie les valves qui doivent être remplacées. Et elle a montré que les gens restent beaucoup plus stables en cours de chirurgie que, c'est-à-dire chirurgie par endoscopie, c'est-à-dire par un vaisseau, on met la valve au niveau du cœur. Oui, vous avez pu constater tous ces domaines dans lesquels on peut exercer. Ah oui. On a une remarque ici. Personnellement, on m'a retiré 20 dents chez le dentiste grâce à l'hypnose. Voilà, ça c'est pas rien non plus. Oui. Le dentiste. Oui, les dentistes sont. Nous, on forme des dentistes et les dentistes sont formés parce qu'ils travaillent avec une problématique de douleur aiguë. Et ils utilisent la technique avec certains patients qui sont désireux d'être confortables en cours de route, particulièrement quand ils ont un stress plus important ou quand ils ont des réflexes de nausée. Ça peut être un outil intéressant
aussi pour les dentistes. Donc on constate que c'est de plus en plus fréquent et dans de nombreuses disciplines. Oui, il y a des domaines, plein de domaines dans lesquels on peut utiliser l'hypnose comme un outil. Mais ce qui est important de savoir, ça reste un outil et par un professionnel qui a plein d'autres outils. Et l'hypnose, l'apprentissage d'hypnose ne remplace pas d'autres compétences qu'on a besoin pour faire ça de façon... c'est une ressource supplémentaire du patient, oui. Comme vous le dites, pour être confortable, etc. Mais ça ne remplace pas la médecine, évidemment. Non, je crois qu'il faut bien connaître son domaine. Moi, je dis comme sécurité, on doit faire avec l'hypnose ce qu'on sait faire sans hypnose. Voilà. Donc, on a juste un outil de plus et qui nécessite évidemment aussi la participation du patient. Un patient doit être d'accord de l'utiliser. Vous avez répondu à cela tout à l'heure, mais la question a été posée. Y a-t-il des ratés? Est-ce possible que cela ne fonctionne pas? C'est-à-dire, ça peut arriver que l'individu n'est pas assez confortable. Je parle surtout par rapport à la chirurgie. Comme technique d'anesthésie, l'hypnosédation, ça se peut qu'on doit passer à une autre technique, comme l'anesthésie générale. Et puis à ce moment-là, mais c'est très rare. Parce que les patients sont avertis, ils collaborent. Et comme j'ai dit, le stress est un allié. On se met plus facilement en hypnose quand on vit un stress plus important parce qu'on a envie d'être confortable. Sur les plus de 10 000 cas qu'on a fait au CHU de Liège, il y a à peu près une vingtaine de patients qui nécessitaient le passage vers un autre type d'anesthésie qui est l'anesthésie générale. Un chiffre important que vous venez de donner, c'est 10 000 cas. Donc, depuis 25 ans, près de 10 000 interventions ont été effectuées au CHU sous hypnose. Donc, c'est vraiment une très belle réussite, un beau chiffre. Oui, c'est-à-dire on était pionniers, mais comme je vous ai déjà expliqué, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions qui se font sous hypnosédation par rapport aux quotas, aux possibilités. Peut-être parce que ça nécessite un changement pour les équipes qui travaillent. Oui, un changement pour les chirurgiens. Non, pas le temps. On a remarqué que le temps opératoire est identique. Le temps est le même. Le temps est le même. Mais il faut le travail est différent. Oui, c'est ça. Le chirurgien, il travaille avec un individu qui est conscient mais confortable. Il doit aussi faire une anesthésie locale dans le territoire dans lequel il opère. Donc, il doit être habilité et habitué à faire ce type d'anesthésie pour donner quand même un confort au patient. Et puis, c'est un travail de concentration un peu différent. Et pour l'anesthésiste, ça demande un travail supplémentaire parce qu'il doit non seulement regarder tout son monitoring, donc observer les paramètres du patient, il doit veiller à ce qu'il soit confortable, il doit ajuster les médicaments en cas de besoin. Donc, c'est un autre type de travail et on n'a pas nécessairement été éduqué à ce type de travail. Mais vous, en tant qu'anesthésiste, vous y voyez aussi une amélioration du travail d'anesthésiste, finalement. Oui, parce que je crois que ça donne beaucoup de satisfaction à ceux qui l'utilisent, parce qu'au fond, on met en avant le patient et on dit au patient, vous êtes capable d'apporter quelque chose pour que votre convalescence soit accélérée et vous participez, ils sont très fiers. Je crois que ça donne aussi un sentiment de satisfaction profond chez les patients parce qu'ils ont réussi quelque chose. Un peu comme les alpinistes quand ils ont monté Ils sont un peu acteurs de l'intervention. Oui, ils sont acteurs. Eux aussi. Oui. Et il y a des gens qui préfèrent cela que de subir. Et puis, voilà, on se réveille et on est à la rigueur, on ne peut même pas appeler ça réveil parce que l'hypnose n'est pas un sommeil. L'hypnose est un processus de conscience différent de notre conscience ordinaire. On dit une conscience modifiée. Et c'est ça qu'on a pu montrer dans beaucoup d'études qu'on a fait avec toute une équipe de chercheurs au CHU, au cyclotron de Liège. Au départ, c'était le professeur Pierre Maquet qui s'intéressait au sommeil, qui était un des premiers qui acceptait d'utiliser cette investigation de l'activité du cerveau sous hypnose avec des volontaires. Et puis après, il y a eu Steven Loreis qui travaillait avec nous. Et actuellement, il y a l'équipe d'Audrey Van Oudenhuis qui continue les recherches sur la neuroimagerie fonctionnelle. Et il y a des équipes comme Olivia Grossery, il y a Charlotte Grégoire qui fait surtout le travail clinique. Donc, il y a tout un réseau de psychologues, de doctorants en psychologue ou des
post-doctorante en psychologie qui continue à investiguer le processus. Pour vous, c'est la médecine du futur, celle qui prend davantage encore conscience du bien-être du patient et qui l'implique dans cette démarche. C'est vraiment... Il y a une demande de la part des patients de participer aussi à leur convalescence. Et on a constaté, dans certains domaines, on est assez limité avec nos médicaments. Particulièrement quand on va dans le domaine de la douleur chronique. D'accord ? Les médicaments sont quand même peu efficaces. Et donc, leur donner des outils qui permettent de mieux gérer, c'est intéressant. En oncologie, c'est intéressant. Et donc, quelle est l'opération sous hypnose la plus longue que l'on peut réaliser finalement? On peut maintenir un patient sous hypnose combien de temps? Je vous ai dit, la plus longue qu'on a réalisée, c'était une anesthésiste, c'était pas moi, c'était une anesthésiste qui travaillait au bloc avec un patient 6h30 d'affilée. Oui, mais ça c'est vraiment, c'est très long. Mais c'est possible, d'accord. Et alors, le plus jeune enfant que moi j'ai fait avec la technique, parce que les enfants sont particulièrement doués, il avait 18 mois. Et le patient le plus âgé que j'ai aidé à rentrer en hypnose, c'était 92 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de patients. Alors, est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner les exemples d'interventions qu'on peut faire sous hypnose? Alors, quelques exemples. Oui, quelques exemples. Je vous ai déjà parlé qu'on peut travailler en chirurgie plastique pour enlever des tumeurs et remettre des greffes de peau. On peut travailler avec le remodelage du nez. On peut travailler avec les cloisons du nez pour redresser la cloison du nez. On peut travailler avec la chirurgie mammaire, mettre des prothèses, diminuer les liftings. On peut aussi les thyroïdes, les parathyroïdes. Oui. Ablation de thyroïde, ça c'est devenu quelque chose de fréquent sous hypnose, alors que c'est quand même une grosse opération. Enfin, ça en a l'air en tout cas. Oui, c'est des interventions, mais c'est chaque fois aussi aidé par l'anesthésie locale du chirurgien. Alors, une remarque, pour moi, on n'a pas voulu essayer l'hypnose pour mon opération de la thyroïde. Ben voilà, justement. Oui, parce que c'est le chirurgien qui décide. Il a décidé, voilà, il a sûrement pris en compte différents paramètres. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a une petite thyroïde, qui a beaucoup de phénomènes inflammatoires et qui colle très fort à la trachée, il y a certains chirurgiens qui disent qu'ils ne veulent pas. Ou un volume très important qui va vers le thorax. Pour certains chirurgiens, ils disent qu'ils ne veulent pas, mais d'autres chirurgiens sont d'accord. Ça dépend de l'habilité du chirurgien. C'est ça. Je vous laisse boire de l'eau. Pendant ce temps-là, je vous pose une question qui est un peu longue, comme ça vous avez le temps de boire, si vous le souhaitez. C'est Martin, cette remarque. Si le cerveau est capable de produire le même effet que l'administration de molécules de produits anesthésiants, peut-on imaginer qu'il y ait d'autres possibilités plus poussées en médecine, par exemple l'auto-guérison? Est-ce que ce serait trop illusoire d'aller encore plus loin dans ce sens-là? Je crois qu'on sous-estime largement la possibilité que nous avons à l'intérieur de nous pour nous protéger et pour nous aider à aller au-delà d'un problème de santé. Maintenant, il ne faut pas devenir charlatan et prétendre, par exemple, qu'une tumeur, un cancer, on n'a plus besoin de médecine et que tout peut se faire avec l'hypnose. Non. Par contre, on peut diminuer le stress par rapport à cette maladie. On peut améliorer le sommeil, on peut améliorer les préoccupations par rapport à la rechute, on peut améliorer l'anxiété, même la dépression. Oui, c'est beaucoup. Maintenant, guérir un cancer, attention. Voilà, c'est ça. Ça, il y a des questions et il faut rester donc bien dans notre domaine et savoir que c'est complémentaire aux approches classiques de médecine. Du sommeil, c'est une question qui nous a été posée là à l'instant. Peut-on soigner l'insomnie avec l'hypnose? On peut, à un moment donné, ça dépend quel type d'insomnie. Il faut d'abord avoir un diagnostic de l'insomnie et savoir est-ce que c'est une insomnie qui a une difficulté d'endormissement ou de réveil en cours de nuit ou des difficultés de réendormir, etc. Donc d'abord un diagnostic, parce que quelqu'un qui a une obstruction pendant le sommeil parce qu'il a une configuration de sa
une configuration anatomique qui fait qu'il se met en apnée, c'est-à-dire il ne respire plus. C'est illusoire de s'imaginer qu'on peut améliorer ça avec l'hypnose. Il faut d'abord une autre approche. Mais d'autres, tout ce qui concerne des problématiques d'anxiété où les gens, à un moment donné, ils ont un peu peur de ne pas dormir et cette crainte leur enlève... Enchaîne sur une insomnie. C'est cette... oui. Donc, donc sur le bien-être du patient, et notamment en ce qui concerne la douleur, c'est là qu'on peut agir. Mais vous le disiez, on reste dans son domaine, on ne va pas trop loin non plus, et c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Oui, il faut rester prudent. Alors, en ce qui concerne maintenant le centre de la douleur, parce que vous êtes anesthésiste, vous êtes chercheuse au centre d'études de l'hypnose et de la douleur, mais qu'est-ce qui s'y passe justement? Comment est-ce que les choses se passent quand on veut travailler sur la douleur? Vous expliqueriez comment concrètement dans le cerveau, comment ça se passe? Alors, on a d'abord... la douleur chronique est différente de la douleur aiguë. La douleur chronique, c'est une douleur qui perdure dans le temps. Et elle est beaucoup plus complexe qu'une douleur aiguë. C'est-à-dire, elle a des répercussions psychosociales, professionnelles et familiales. Et particulièrement quand elle perdure dans le temps. Donc, il faut aider les gens à gérer cette problématique-là et apprendre à atténuer cette sensation douloureuse en modifiant la façon dont ils portent leur attention sur. Vous voulez encore de l'eau? Ça va. Prenez le temps de respirer et de tousser si vous en avez besoin, parce que ce n'est pas très agréable de parler aussi longtemps. Cette émission, elle dure longtemps. Elle dure 30 minutes. Merci en tout cas d'interagir. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions si vous en avez. Marie-Elisabeth, elle est encore là avec nous un petit peu, encore au moins 6 minutes. Donc si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et on revient sur ce que vous faites alors à ce centre d'études de l'hypnose et de la douleur. Là, on sort un peu des interventions classiques. Il y a même des bienfaits, par exemple, en oncologie. Là, on peut travailler... Oui. On ne parle pas de guérir des cancers, mais on peut travailler sur la douleur, le bien-être du patient. Mais ça, on apprend aux patients de se mettre en hypnose et d'utiliser la technique quand ils sentent le besoin. Et comme ça, ils peuvent s'aider. Parce que dans les études de recherche, on a montré que le fait de se mettre en hypnose, on modifie le réseau de la douleur. C'est-à-dire l'individu ne perçoit pas de la même façon la douleur. Et la douleur, elle a différentes composantes. La douleur, c'est une sensation, en même temps, c'est une émotion, en même temps, c'est un comportement, et en même temps, c'est une pensée. Et le fait de se mettre en hypnose, on travaille sur tous les réseaux de la douleur, et on arrive à ce moment-là à diminuer la sensation de douleur. Et ça, particulièrement dans les problématiques de santé chronique, c'est important que le patient apprend ça pour l'utiliser pour lui. Donc, il devient plus autonome. Il a la capacité de l'utiliser quand ça l'arrange, quand il pense que c'est ça qui est utile pour lui. Et ça peut être quelle pathologie en termes de douleurs chroniques, vous savez nous donner? Ça peut être les céphalées, ça peut être les douleurs au niveau du dos, ça peut être des douleurs neuropathiques. C'est utilisé et des douleurs diffuses comme la fibromyalgie. On a montré dans différentes études qui ont été coordonnées par Audrey Van Houtenhuis et d'autres chercheurs comme Aminata Bissego et Florence, qui montrent que les individus qui utilisent cela diminuent la douleur et ont moins de répercussions de cette douleur, notamment une répercussion sur l'anxiété, sur la dépression, et leur qualité de vie augmente. Alors là, on parle d'hypnose avec l'intervention d'un médecin qui pratique l'hypnose, mais on ne parle pas d'auto-hypnose. Si. D'abord, on apprend l'auto-hypnose en faisant un exercice avec quelqu'un, donc en hétéro-hypnose. Et que ce soit un médecin ou un psychologue qui le font, on a un petit groupe et on leur apprend comment on se met en hypnose. Par exemple, dans la vidéo que vous avez montrée du bloc opératoire, là, ils ont appris à regarder un point fixe. Et en regardant ce point fixe, ils se sont
progressivement, ils se sont laissés glisser dans le processus hypnotique. L'avantage de l'apprendre en groupe et l'avantage de faire des exercices, par exemple, on donne 7 exercices différents avec 7 techniques d'hypnose différentes. Donc, l'individu peut à un moment donné combiner les exercices comme bon lui semble et comme il pense que c'est intéressant. Réutiliser ces techniques il est chez autonome. Lui, ailleurs, ce sera un acquis pour lui et un pouvoir supplémentaire, une alternative par rapport à prendre des antidouleurs peut-être. Ou des anxiolytiques ou des médicaments pour dormir, etc. C'est une autre alternative. Donc les bénéfices, à vous entendre, ils sont évidemment bien réels et bien nombreux. Et ça nécessite la collaboration du patient. Le patient doit être d'accord de le faire. Ce n'est pas parce qu'il fait une séance d'hypnose que son problème a disparu. Ça, c'est illusoire. C'est un exercice. C'est-à-dire c'est une discipline qui doit s'imposer au début pour bien apprendre les techniques d'hypnose, parce que ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. On peut faire un exercice en 15 minutes. Quand on a bien entraîné son corps et qu'on sait facilement glisser en hypnose, on peut se mettre en hypnose en quelques minutes. Et parfois, quelques minutes suffisent pour diminuer le stress. Lors d'une intervention, il vous faut combien de temps pour faire glisser ce patient dans cet état de conscience? Le patient glisse généralement dans les 3-4 minutes, il glisse dans le processus. C'est quand même très rapide, oui. C'est rapide. Alors, encore une question plutôt technique par rapport aux interventions. Alors, plus classique, est-il possible de ressentir de la douleur malgré tout ou est-on complètement anesthésié? C'est-à-dire, si on est complètement anesthésié, c'est-à-dire si on est sous hypnosédation, on peut ressentir la douleur. Mais d'un autre côté, oui, une traction, on peut sentir une traction. Oui, des petites choses. Et on convient systématiquement un code avec le patient. Si vous ressentez que vous revenez trop dans le bloc opératoire, que vous ressentez quelque chose qui vous ramène trop à la réalité du bloc opératoire, à ce moment-là, vous faites un signal et on rajoute soit un peu d'anesthésique locale ou soit un médicament qu'on donne et on approfondit l'hypnose. Oui, donc il y a une espèce de on n'est pas sécurité, de garantie. Oui. On n'est pas en coma. Pas hurler d'une minute à l'autre. On a une question de Claudine. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Le talent de se mettre en hypnose est donné à chaque individu. C'est Mère Nature qui nous a donné ce talent. Maintenant, il y a des gens qui se mettent très facilement en hypnose. Ce sont les virtuoses, 25% de la population. Et puis, il y a 25% des gens qui ont difficile à se mettre en hypnose. Et on sait pourquoi? C'est probablement un apprentissage de se laisser glisser vers un mode de fonctionnement différent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sous contrôle, qui ont très difficile de lâcher, comme on dit, lâcher prise. C'est ces personnes-là qui sont difficilement hypnotisables? Pas nécessairement. Il faut d'abord que ces personnes-là s'apprivoisent avec l'outil. S'apprivoisent et vivent chez eux ce que ça donne quand on se laisse, à un moment donné, glisser dans le processus hypnotique. Donc, c'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, pour les uns, c'est très facile, et pour les autres, mais ils doivent s'exercer davantage. Mais ce qu'on a montré en médecine, que vous soyez très talentueux ou apprenti peu talentueux, vous pouvez avoir le bénéfice de cet outil en médecine. Voilà, c'est ça qu'il faut se retenir. Et que dans le futur, on imagine que la technique va être utilisée davantage. On forme beaucoup de gens, on forme beaucoup de soignants. Et les soignants, ils utilisent. Mais ce qui est important pour le public, c'est quand vous allez trouver quelqu'un qui propose d'utiliser l'hypnose, posez la question, quel est votre métier de départ? Et c'est là que vous vous posez la question, est-ce que j'irai... Parce que l'hypnose n'est pas protégée. Vous pouvez être garagiste et apprendre l'hypnose. Et puis vous installer comme hypnothérapeute, entre guillemets. Mais la formation que les médecins suivent, notamment au CHU, quand ils accompagnent un patient en hypnose, c'est une formation qui dure 110 heures. Donc voilà, c'est pas rien non plus. Ils ont été formés correctement. Et il y a d'autres instituts qui forment aussi correctement et qui veillent à ce que cet outil est donné à des gens qui ont une compétence au départ, c'est-à-dire qui sont dans le domaine du soignant. Alors, on a des remerciements qui vous sont adressés. Moi, je ne vais pas tous les lire, mais des gens qui ont été vraiment conquis, que le stress partait en quelques minutes à peine, un bien-être total, donc qui témoigne même d'un bénéfice. Voilà, donc c'est des témoignages positifs qui confirment ce que vous disiez, c'est que
l'approche, elle met le patient au centre de la démarche et elle vise à mieux être finalement. Donc c'est une évolution technologique et médicale. Elle permet à l'individu d'utiliser ses propres ressources et d'améliorer ainsi sa convalescence, je dirais cela. Voilà. Merci Marie-Elisabeth, l'émission elle touche à sa fin. Avant de se quitter, pour ceux que ça intéresse, il y a une date à retenir, c'est celle du lundi 20 mars. Ça se passe à 19h au CHU dans l'amphithéâtre Baquet-Florquin. Donc c'est une conférence où vous allez découvrir l'hypnose avec professeurs, docteurs, chercheurs, etc. Et le public est le bienvenu évidemment pour poser toutes ces questions, c'est ça? Parfait, oui. Bon, voilà, pour ceux qui sont intéressés et que le domaine intéresse, il y a encore moyen de poursuivre toutes ces questions. Merci en tout cas Marie-Elisabeth Fémonville d'avoir été notre invitée et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci de votre intérêt de cet outil et la possibilité de donner des informations. Avec grand plaisir et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous a intéressé. Prenez soin de vous, on se retrouve dans 15 jours.